Chers internautes, bonjour, bienvenue pour le 96e SITREP sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Je voudrais vous souhaiter quand même une bonne année. C'est le premier CITREP de l'année 2021 que nous pensons être une année en fait de bonnes choses, de victoire aussi pour l'axe de la résistance, de victoire pour la Syrie et victoire pour la justice, disons. Donc voilà, donc je vous la souhaite une excellente année et une excellente santé malgré la morosité ambiante et puis le Covid, etc. Donc voilà, et merci. Alors comme à notre habitude, nous allons parler de la Syrie, bien sûr, mais également de toute la sous-région, et puis tout ce Voilà. qui concerne les pays de l'axe de la résistance, et enfin toutes les affaires internationales qui impactent de près ou de loin donc la région. Ça fait beaucoup. Alors on va commencer Ça tout de fait suite, beaucoup. tout de suite Ouais, sans transition, avec les ouais, commémorations de l'assassinat du général Soleimani. ouais. Le général Soleimani, hein, qui était ce général iranien qui était le chef des forces Al-Quds et qui a eu une importance majeure non seulement dans la résistance en Syrie, mais également de l'unification de toutes les résistances de l'axe de la résistance. Alors, est-ce que tu peux nous parler Alors, de ces voilà, commémorations? je voudrais vous rappeler d'abord que le général Soleimani a été assassiné par Trump qui a dit exactement que c'est lui qui l'a fait. Et c'était par des drones qui ont attaqué en fait la voiture du général Soleimani et le général Abu Mahdi el-Mohandes. Lorsque général Soleimani il était invité en Irak et il était à Bagdad. Et en fait, donc, il y avait une délégation de Abu Mahdi el-Mohandes et des collègues à lui qui venaient l'accueillir à l'aéroport. Et donc, c'est à proximité de l'aéroport que ce bombardement par drone est survenu. Et donc, les deux généraux sont morts, ont été assassinés de manière très vilaine, en fait, j'allais dire vile. Et donc, voilà, ce qui a fait un énorme tremblement de, de, de population, tremblement de terre, je peux dire, aussi bien en Iran, en Irak, en Syrie, au Liban, et puis même au Yémen et en Palestine. Donc, en fait, c'était un tremblement de terre dans le sens, il y a eu des millions de personnes qui étaient sorties pour l'enterrement et pour Ces funérailles? pour ses obsèques, Mhm. ses funérailles, et des millions de personnes partout. Et en fait, suite ce vil assassinat, le Parlement irakien d'abord, tout de suite, il y a eu une grande riposte du pouvoir iranien qui est par le bombardement de la base Ain el-Assad, la base américaine en Irak, Ain el-Assad, qui est la plus grande base des Américains, en fait, par des missiles iraniens. Et en me disant que de toute façon, il sera vengé. Ce n'est qu'un début de la riposte, hein, à ce moment-là. Et là, donc, c'est la commémoration un an plus tard. Donc, il y a eu autant de millions de personnes dans les rues qui fouent non seulement allégeance, mais qui continuent, qui réaffirment leur engagement dans la résistance, dans l'axe de la résistance, et dans la volonté de mettre toutes les forces américaines dehors de l'ensemble de la région. Donc ça, c'est très important à voir Il y a d'un eu il y a côté, eu de un l'autre discours, côté. il y a eu un discours de Hassan Nasrallah également, du Hezbollah.
Absolument. Il y a eu un discours d'abord, bien sûr, du Khamenei, du grand président chef iranien. religieux, président Khamenei, Enfin, pas c'est président, l'ayatollah suprême. l'ayatollah Khamenei. Il y a eu un discours, bien sûr, du président iranien, mais aussi des présidents, des responsables de tous les axes de la résistance. Il y a eu aussi de tous les pays de l'axe de la résistance. Il y a eu un grand discours du président, comment dire, Rouhani aussi, et de Samahat Sheikh Nasrallah, qui ont tous affirmé l'unité dans la lutte et l'engagement pour mettre les Américains dehors. Bien sûr, il y a eu aussi une commémoration en Syrie qui était très importante aussi, au cours de laquelle c'est Madame Boussaïna Chaban qui a parlé pour évoquant en fait l'importance du général Soleimani pour la Syrie dans les victoires contre Daesh, contre tous les terroristes, et surtout dans dans les liens qui ont été établis aussi bien au sein de l'axe, les liens stratégiques importants de lutte, d'armement, de soutien économique, etc., au sein de l'axe de la résistance, mais aussi il faut savoir que Soleimani a été aussi l'artisan de la relation qui a fait que la Russie a pu intervenir ou soit intervenue en Syrie à la demande de l'État syrien. C'est en fait un fait très important parce que la Russie n'était pas nécessairement convaincue qu'il fallait intervenir ou intervenir directement, quoi. Envoyer des troupes. Intervenir directement, oui, parce que de toute façon, ils avaient déjà bien soutenu la Syrie et la lutte antiterroriste par les différents vétos sino-russes en fait dans l'ONU. Mais là, c'était un soutien qui était déjà diplomatique et au niveau du renseignement, mais là c'est un soutien qui est devenu direct avec l'envoi d'aéronefs, donc des forces militaires. Et c'était en 2015 et ça a été un tournant dans la guerre en Syrie parce que malgré la très forte résistance syrienne, il y a certains endroits quand même où la Syrie perdait du terrain et l'intervention russe a changé la donne. En 2013, il y avait plus que 30% de la Syrie sous le contrôle de l'État syrien. Donc en fait, l'intervention russe a permis effectivement de récupérer 90% du territoire syrien. Et ça, c'est déjà très important en fait. Et au prix de victoires importantes, mais aussi au prix de sacrifices. Les Russes ont versé leur sang sur la terre syrienne, aux côtés de la population syrienne et aux côtés de l'armée arabe syrienne. Et aux côtés aussi des forces alternatives et des forces de la résistance, comme les forces de Nasrallah, de Hezbollah, pardon, et puis les forces aussi de Hashd al-Sha'bi irakien. Et puis il y avait aussi des Iraniens, aussi quelques conseillers iraniens et quelques forces iraniennes. Avec le conseil des Iraniens et les conseils très précieux du général Soleimani ont permis ont permis à l'armée syrienne, à l'armée arabe syrienne, de s'attaquer à des troupes qui sont des milices. L'armée, elle est faite pour mener une guerre régulière et pas du tout pour mener une guerre de rue, de tranchées, etc. En plus, avec des miliciens qui sont suréquipés. Dans les tunnels, avec des miliciens non seulement suréquipés, les terroristes mercenaires, non seulement ils sont suréquipés avec des armes les plus récentes et les plus sophistiquées, mais aussi ils sont guidés et dirigés par les forces d'espionnage et les forces de renseignement de l'OTAN. Et en plus de ça, ils ne respectent aucune règle d'engagement militaire classique. En plus, exactement.
Donc, et c'est vrai que donc le rôle du général Soleimani est un rôle très très important dans je dirais, dans la lutte contre les terroristes, aussi bien en Syrie, au Liban, en Irak. Hein. La défaite de Daesh, elle revient à lui, en fait, vraiment, parce que Daesh était bien en Syrie, au Liban et en Irak. Hein. Parce ils sont partis de l'Irak, hein, et toujours comment dire, dans des lieux escarpés, dans une géographie qui est très difficile d'approche et en plus utilisant des tunnels et tout un tas d'artifices pour être sous terre, etc., etc. Donc, en fait, effectivement, on doit beaucoup au général Soleimani. Moi, je voudrais dire qu'en Syrie, effectivement, on lui doit beaucoup dans la libération de nettoyage de la Badia, en fait, toute la partie qui est à l'est de Palmyre et jusqu'à Hasakeh, etc., qui était où sévissait Daesh avec toute son horreur. Et ce sont des lieux qui sont pas seulement désertiques, mais aussi pleins de grottes et des endroits, des jourouds, en fait, on appelle ça. Mais c'est aussi dans le sud, de Souaïda jusqu'à Tanf, en fait, et jusqu'à Qaim, Boukamal, et qui est la frontière avec l'Irak. Et à Al-Tanf, les Américains ont planté leur base Al-Tanf aussi en plein chemin comme ça sur les frontières à la fois syro-irakiennes et Jordanienne. jordaniennes. Et ils continuent à côté d'un camp de réfugiés à Rukban et ils continuent à sévir là-dedans puisque c'est par là passe aussi et c'est le chemin rapide par terre terrien, je peux dire, entre la Syrie. C'est une route qui relie la Syrie à l'Irak et à l'Iran, en fait. Donc, les Américains se mettent là pour empêcher qu'il y ait ce chemin direct par la route, en fait, qui permet effectivement de mieux résister économiquement déjà, qui permet le mouvement des denrées, des différentes des équipements, etc., de tout un tas de choses à travers le sol, en fait, sur le sol. Donc à travers l'Iran, la Syrie, l'Irak, la Syrie et le Liban. Voilà, et la Palestine aussi. Voilà. Donc, et on peut, en je conclusion, voudrais dire quand même, malgré toute la présence des terroristes, malgré la présence, ça c'est au niveau de ces réalisations, c'est par effectivement les astuces du général Soleimani que les armes ont pu arriver jusqu'à Gaza, en fait, hein, jusqu'aux Palestiniens, des armes à la fois iraniennes, mais les armes syriennes aussi, et sont pu arriver, etc., jusqu'à Gaza. Un point important, en fait, c'était pas seulement, et ça a été aussi dit dans l'ensemble des manifestations pour la commémoration de sa présence, de sa lutte, je dirais, c'est les Palestiniens qui disaient de toute façon, il était important de dire Soleimani ne nous a pas seulement donné des armes, mais il nous a donné l'expertise et la connaissance pour pouvoir construire nos armes nous-mêmes. Et c'est ça le problème, c'est ça qui déplaît beaucoup aux Américains, parce que ça c'est la règle, c'est aidons les gens à s'aider eux-mêmes et donc à pouvoir se défendre et à devenir eux-mêmes, même malgré les embargos, disons,
qu'ils arrivent à développer leur autonomie, la fabrication de leurs armes, leur autonomie au niveau de la défense, leur autonomie au niveau de l'économie, au niveau de ce qu'ils doivent manger, boire, etc. Oui, parce qu'on Donc a vu que ça, même, c'est même les aussi un milices, point important. on a vu que ainsi même les milices au Yémen étaient équipées de drones, ce qui n'était pas forcément Oui, évident au départ. absolument, tout à fait. Et c'est eux qui les fabriquent. Et Mhm. en fait, donc voilà. Ça, ce sont des points importants, en fait, notamment justement où là où les Yéménites ont tiré des missiles sur la Saoudienne. base saoudienne à Jeddah, à côté de Jeddah, la base Neom, le jour où il recevait les délégations israéliennes, où il recevait Netanyahou et le responsable du Mossad, en fait, qui est allé avec lui. Donc, ça, c'est aussi très important, en fait, c'est pas seulement les... euh, donc, voilà. Et tous ces pays, ils lui doivent beaucoup et ont célébré à nouveau un engagement pour toujours pour la lutte débarrasser. L'objectif, c'est débarrasser au plus tôt possible toute la région de toute présence étrangère, présence américaine et autres. Et Donc, en voilà. conclusion, on peut dire que autant Nasrallah est effectivement aussi une figure, un grand héros de la rue arabe, surtout dans les pays de Absolument. l'axe de la résistance, mais pas uniquement. Mhm, Soleimani également, avec quand même quelques petites mhm, différences. Soleimani était peut-être moins dans le côté religieux, mais aussi plus dans le mhm, côté agent secret. C'est vrai qu'il avait, mhm. il avait Non, cette... il est aussi très religieux, en Oui, fait. C'est pas un imam, non, disons, mais il mais faisait pas il des est, discours, il faisait pas des discours voilà, tout à teintés de fait. religion, c'est ça que je voulais dire. Mhm. Et il était C'est plus dans le ça. côté Mais agent secret, mais alors, comme un voilà. général, c'est-à-dire. Et là-dedans, je voudrais quand même saluer le président Bachar al-Assad aussi, qui a fait de la Syrie, en fait, la pierre angulaire de l'ensemble de cet axe de la résistance, et qui fait que sans la Syrie, ça n'aurait pas nécessairement marché Mhm. correctement. Oui, si la Syrie Parce était que tombée, ça n'aurait c'est peut-être pas quand même fonctionné. très important de voir le rôle de la Syrie et le rôle de la direction syrienne, en fait, dans la sauvegarde de la Syrie et dans la sauvegarde et les liens que la Syrie a construits avec les différents pays de l'axe de la résistance pour qu'il y ait réellement résistance et qu'il y ait une mise en échec du plan américain de destruction de l'ensemble de la région pour faire d'Israël le pays qui domine et le pays le plus développé de la région. C'était Mhm. ça le plan. Sous-jacent, Ah oui, c'est le mhm. plan, le New Middle East, c'est ça, C'est ça. en fait. Voilà. Alors, on va passer assez Donc vite voilà. sur certains événements parce qu'il y a certains sujets comme celui qu'on vient d'aborder qui nécessitent quand même de prendre le temps Mhm. d'aller en Voilà, profondeur. tout à fait. On va mentionner qu'il y a eu 3 attaques israéliennes contre la Syrie depuis 10 jours. Mhm. Oui, On peut dire que la plupart des missiles ont été interceptés. oui, tout à fait. Et puis, en fait, cette persistance des attaques israéliennes, c'est à la fois pour montrer aux terroristes qui sont en difficulté dans le nord aussi et qui sont encerclés qu'ils sont là. Et donc, ça montre une connivence réelle entre Israël et les terroristes, d'une part. Et d'autre part, ce sont aussi comment dire, c'est aussi maintenir ou essayer de tester où se trouvent comment dire, les défenses syriennes, parce que je voudrais rappeler quand même que avec les terroristes qui étaient de connivence avec Israël, l'objectif c'était toujours de détruire complètement les défenses syriennes. Et ils pensaient avoir tout détruit, etc. Et donc maintenant, malgré tout ça, et malgré le fait que la guerre contre le terrorisme ne soit pas complètement terminée, mais les victoires de la Syrie ont fait que, effectivement, la Syrie se reconstitue, constitue son armée, a reconstitué ses défenses, etc. Et les Israéliens cherchent toujours
à détecter ou trouver quelle est l'ampleur de cette résistance ou ces défenses qui ont été reconstruites. Ils savent quand même que la Syrie a acheté les S-300 de la Russie, qu'il y a des missiles aussi qui sont fabriqués en Syrie et qui ont été replacés aussi un peu partout. Donc, l'objectif, c'est essayer de détecter où ils se présentent, où ils sont, etc. Mais aussi, ils disent que, de toute façon, ils veulent savoir où se trouvent et ils veulent détruire ils s'opposent à la présence iranienne en Syrie. Or, D'Iranienne et du Hezbollah, hein, c'est leur et leitmotiv du à chaque fois. Hezbollah. Or, il est important à ce niveau de préciser à nouveau, la Syrie a le droit d'avoir qui elle veut sur son territoire, dans la mesure où elle le veut. Et ce sont les conseillers iraniens et les forces du Hezbollah sont là sous la direction de l'armée syrienne À et la en demande. collaboration et à leur demande et en coopération avec l'armée arabe syrienne, de la même manière que la base russe aussi à Tartous et les forces russes qui participent au combat avec nous, avec la Syrie, contre le terrorisme. Par contre, toute présence qui n'a pas été demandée est complètement illégale. Donc, la présence américaine, la présence turque, la présence française, la présence allemande, etc., tous les pays de l'OTAN Israélienne. sous direction américaine, elle est complètement illégale. La présence israélienne est une véritable violation, pas seulement de la souveraineté de la Syrie, mais elle est une violation de toutes les lois internationales, parce qu'il y a eu aussi pas mal de décisions de l'ONU qui somment les Israéliens à quitter le Golan syrien et à mettre fin à l'occupation de la Palestine. Et ils sont, bien sûr, ils sont forts de l'appui américain. Ils font fi de toutes les lois, de toutes les décisions, de toutes les règles concernant cette occupation. Donc là, il est important qu'on soit très clair sur le fait que c'est un droit inaliénable à la Syrie et qui est aussi consacré par les règles internationales, du droit international et des lois internationales. Voilà. Alors on va mentionner qu'il y a eu des grandes manœuvres navales, des manœuvres militaires. Oui, là je suis d'accord avec toi, on va parler des grandes manœuvres, mais c'était dans le cadre de cette célébration ou même remobilisation à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Soleimani. Effectivement, les différentes organisations palestiniennes ont renouvelé leur engagement pour la lutte et pour le fait la libération de la Palestine. Et de ce fait, donc, ils ont fait une grande manœuvre avec des vraies armes et des vraies balles, etc. Des manœuvres unitaires en Palestine. Et ça, c'est une grande première, en fait. On peut dire là qu'on a franchi un pas dans l'unité palestinienne et dans la remobilisation collective commune pour la libération de la Palestine, parce que justement, je voudrais dire quand même que depuis Oslo et le groupe palestinien, certains Palestiniens qui continuent à discuter et à négocier avec Israël, d'autres qui sont rentrés, en fait, les Palestiniens qui sont de l'intérieur, je dirais, des territoires qui sont occupés en 1948, qui participent aux élections et qui se présentent, etc. Donc là, ça a été à nouveau un pot commun, je peux dire,
où ils ont quand même, ils ont comment dire, remontré, oui, c'est ça, décidé à nouveau, où ils se sont engagés à nouveau dans la lutte armée, à côté d'autres luttes, ça n'exclut pas. Les luttes politiques, elles sont importantes aussi, mais là, c'était quand même quelque chose de très important qui a été fait à cette occasion. Oui, donc je rappelle au passage qu'effectivement que ça a été un des grands jeux d'Israël, effectivement, de jouer le De Hamas diviser. contre l'autorité palestinienne à une époque, etc., etc. Donc de diviser la lutte palestinienne dès qu'elle le Ouais, pouvait. Il y a eu également des grandes manœuvres de l'Iran, donc je mentionnais juste avant, des manœuvres navales militaires oui, dans le Golfe aujourd'hui, et en mer d'Oman. effectivement. On va passer rapidement parce que le temps file à toute Alors, par vitesse. rapport à l'Iran, oui, d'accord. Alors, par rapport à l'Iran, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, la décision de lever le niveau d'enrichissement de l'uranium à 20%, Mhm. disant aux Européens et aux Américains, comme vous êtes sortis, vous n'avez pas honoré l'accord sur le nucléaire. Nous aussi, jusqu'à maintenant, on a tenu nos engagements. Ils ont donné d'ailleurs plusieurs délais et puis personne n'a fait quoi que ce soit jusqu'à ces délais. Donc là, ils ont décidé d'augmenter effectivement l'enrichissement de l'uranium à 20%. Il me semble que ça a été une décision du Parlement, hein. C'était pas une décision de l'ayatollah ou même du Ah oui, président. oui, absolument, absolument, du Parlement, bien sûr. Suite à la situation générale où personne enfin, tous ceux qui ont signé, ils ont dit oui, oui, on continue dans l'accord, mais ils n'ont rien fait. Et dans les dires, il y avait des dires depuis, il faut quand même rappeler que cet accord a été signé en 2016, voire Oui, peut-être 2000. sous Obama Ouais. en fait, c'était avant Oui, oui, c'était c'est avant ça, avant Trump, oui, tout à l'accession au pouvoir fait. de Trump. C'était sous Obama. Donc, et rien n'a été fait, donc voilà. Et puis que, deuxième point, donc face à cela et face au fait que les menaces américaines et puis le langage très violent et très accusateur de Trump vis-à-vis de l'Iran, en fait, avec une série de sanctions supplémentaires qui ont été mises, etc., Oui, etc. tu me parlais de Mike Donc, Pompeo qui avait voilà, mis quelques organisations supplémentaires sur la liste des organisations terroristes et qui avait absolument, engagé des sanctions, notamment économiques, vis-à-vis de certaines tout à personnalités. fait, et que le président de Hashd al-Shaabi a été aussi sujet à ces sanctions et a été mis sous sanctions personnelles. D'ailleurs, je voudrais rappeler aussi que Trump avait commencé aussi par mettre des sanctions contre Madame Assad et le président Bachar al-Assad aussi, et contre la famille de Madame la première dame de Syrie. Donc, en fait, tout ceci, c'est en fait euh, provoque, finit par faire penser que de toute façon, il y a intention d'attaque. Hein. Pas mal d'analystes d'ailleurs disaient que c'était possible effectivement que Trump, pour rester au pouvoir, déclarer la guerre, etc., à l'Iran, et auquel cas il resterait encore une année ou plusieurs années en règne. En fait, là-dessus, et la position iranienne et les positions du front de l'axe de la résistance, c'était une mise en garde à eux, à Israël, et aussi à tout ce front que Trump a commencé à construire avec, rappelons-le quand même, avec l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, Bahreïn Émirats et Arabes Unis. les Émirats Arabes Unis et même Oman et même le Maroc récemment qui a aussi rejoint l'ensemble des relations. C'est pas une normalisation, mais c'est plus un pacte avec Israël pour attaquer, s'attaquant à l'axe de la résistance. C'est une Et sorte donc, d'alliance militaire en fait qui ne dit pas son nom.
c'est une alliance militaire au niveau du renseignement, culturel, économique, sur tous les plans en fait. On se demande si ces pays ne s'étaient pas mis dans ces accords sous la direction israélienne en fait. Ils sont tous sous la direction américaine avec Israël et pour l'intérêt d'Israël. Donc ça a été et donc je dirais il était normal que l'Iran fasse effectivement des manœuvres qui mettent tout le monde en garde d'un côté et si vous osez faire, ben nous sommes là nous vous attendons là et nous sommes là pour riposter, d'accord? Donc ça c'est aussi très très important et ça a été fait donc à cette occasion. Donc ce qu'on veut dire c'est la mort de Soleimani ou l'assassinat de Soleimani n'a pas affaibli comme les Américains voulaient faire et les Israéliens aussi qui étaient commanditaires quand même de ce crime incroyable. Il n'a pas affaibli l'axe de la résistance, bien au contraire, ça a poussé sa détermination à continuer sa lutte et ça a renforcé les liens stratégiques et militaires, je peux dire, et la détermination pour être un seul axe. Et puis surtout la coordination, voire la coordination des directions au sein de l'axe. Alors il y a un autre sujet important qu'on voulait aborder pendant cette interview, c'était les élections américaines. Ouais. Qui n'en finissent pas de faire parler d'elles, avec notamment cet événement majeur qui a eu lieu il y a quelques jours, l'invasion du Capitole par des manifestants pro-Trump. Alors, est-ce que tu peux commenter un petit peu ces événements récents? Alors, absolument. Bon, alors nous, on avait parlé un petit peu des élections américaines dans le précédent CITREP, où on disait c'est vraiment pas une démocratie qui donne envie aux autres peuples, loin de là, et qui est plutôt qui ne fait que plutôt dégoûter les gens de la démocratie, si c'est ça la démocratie. Mais il est clair que là, Trump continue à se cramponner effectivement à une volonté, à son idée qui est on nous a volé les élections, les démocrates ont volé les élections, que lui il a les comptages, il a demandé effectivement le recomptage, etc., qui a été rejeté d'ailleurs par pas mal par les juges, mais qui en fait il a donc appelé le jour de la déclaration, c'était le 7 janvier, c'est le jour de la déclaration de la fin des élections, du véritable résultat des élections, après comptage et recomptage, etc., et qui ont été pour mettre Biden au pouvoir, ou acter le succès de Biden aux élections, c'est ça. Et résultat que Trump continue à rejeter, et donc il a appelé ses supporters il a appelé sur Twitter, sur pas mal de réseaux sociaux, à ce qu'il y ait effectivement, à ce que tout le monde rejette ce résultat, est-ce que ces voteurs, en fait, les gens qui ont voté pour lui, les rejettent. Et donc, il y a eu cette horde qui a envahi le Capitole, qui a cassé, etc. Alors là-dessus, plusieurs questions peuvent se poser. D'abord, la facilité avec laquelle ils sont rentrés au Capitole, alors que les autres manifestations, les manifestations qui étaient du mouvement Black Lives Matter. En fait, c'est les vies des Noirs est importante. Ils étaient à 200 mètres du Capitole, ou même avant, plus loin. Ils ont été attaqués férocement par la police et par la police fédérale.
Or là, paradoxalement, ils sont arrivés déjà à l'intérieur des salles, ils ont cassé les vitres, etc. Et il n'y avait personne pour les empêcher, que quelques malheureux gardes républicains qui étaient là, qui ont été affolés aussi à l'arrivée de ces gens-là. Ça, c'est d'un point. Un autre point, il y a eu des vidéos qui ont aussi circulé sur le fait que Trump et sa famille observaient avec joie l'arrivée de ces gens qui envahissaient le Capitole. Il regardait, il observait. En fait, bon, donc il y a les démocrates au sein de ce mouvement, ils veulent que Trump soit porté responsable de toutes ces actions. Pence, qui était le vice-président, en fait, c'est son député, on peut dire. Il a aussi acté le fait que Biden a bien été, c'est lui qui a été victorieux dans les élections, et donc il s'est détaché de lui. Pompeo, il a des positions, il continue quand même à jouer le rôle du ministre des Affaires étrangères, puisqu'il est là jusqu'au 20 janvier. Normalement, Trump est là jusqu'au 20 janvier, et le 20 janvier, il y a la cérémonie de l'intronisation de Biden. Trump a décidé qu'il n'ira pas à cette cérémonie, et que de toute façon, il continue ses attaques sur le fait que ces élections ont été volées aux républicains. Il est important de voir qu'il y a nombre de républicains aussi qui se sont détachés de Trump et qui ont trouvé que c'était impensable dans un pays comme les États-Unis. Bon, maintenant, il est important pour nous, en fait, de voir quel est l'impact de tout ce qui se passe aux États-Unis, quel qu'en soit le résultat. Il est certain, quel qu'en soit le résultat, c'est-à-dire que de toute façon, Biden va peut-être arriver à être au pouvoir le 20. La cérémonie, là, Nancy Pelosi a commencé une procédure destitution, d'impeachment en fait, de destitution qui a l'air d'être longue. C'est en activant l'article 25 de la Constitution, mais en fait, quel qu'en soit le résultat, on voit que toutes ces choses ont vraiment cassé toute l'image qui est que les Américains, qui est un masque en fait démocratique, que les Américains dans leur propagande ont toujours essayé de maintenir. C'est nous le pays de la démocratie, la plus grande démocratie du monde. Alors, je voudrais dire, il y a un grand nombre de personnes de l'intelligentsia française qui parlent de la démocratie. La plus grande démocratie du monde, c'est les États-Unis. Hein. Et là, c'est donc un effondrement du modèle, je dirais, aux yeux des gens. On ne peut plus le cacher. On ne peut plus cacher par un masque ce qui s'est passé, ça d'un côté. De l'autre côté, ce schisme qui se fait au sein du Parti républicain d'un côté et entre les républicains et les démocrates de l'autre côté, le schisme aussi, il n'est pas seulement au niveau des partis politiques, mais il est aussi au niveau de l'ensemble du peuple américain. Oui, si je peux me permettre, on peut rappeler aussi que Twitter, Trump, le président qui est encore en exercice, il s'est fait fermer tous ses comptes Twitter, Facebook et une dizaine de comptes. C'est peu commun. Oui, en fait, le moins qu'on puisse dire, parce que parler de démocratie, quand on interdit les médias au président qui est en fonction, c'est quand même quelque chose d'assez fou et unique. Hein. Et puis, surtout, quand même, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a quand même 73 millions d'électeurs derrière lui. Et ça, c'est quand même un nombre important.
Si le comptage a été faussé, donc il y aurait encore plus et lui, il dit qu'il y a 11 millions qui ont été occultés en fait par les comptages, donc il serait dans les 84 millions de personnes qui auraient voté pour lui. Donc ça, ce n'est pas une bagarre de personnes, c'est un schisme dans la société américaine et qui va avoir des conséquences très graves, d'autant plus que la situation économique, elle est catastrophique au sein des États-Unis. Donc, d'une part, il y a le Covid qui sévit et il y a une volonté. Alors, les démocrates, ils veulent faire appliquer des vaccins, des fermetures, etc. Et alors que Trump refusait, là aussi, c'était ça l'origine aussi des grosses contradictions. Mais donc, il y a une très grosse crise économique qui va suivre au niveau des États-Unis. On va voir que le pays va être en grande difficulté. Le dollar va être en grande difficulté. Comme vous avez dit, Twitter et Facebook ont arrêté les comptes de Twitter aujourd'hui. Elle a baissé en bourse, elle a chuté en bourse les actions de Twitter. Et donc, après cette action, et puis il va y avoir donc énormément de chutes d'actions, je dirais, dans la bourse américaine et puis mondiale, quoi, en ce qui concerne ça. Donc, ça va précipiter un certain nombre d'événements dans le monde sur le plan économique. Maintenant, sur le plan politique par rapport à nous dans la région du Moyen-Orient, parce que moi je pense on peut penser effectivement, et comme pas mal d'analystes disaient, il va peut-être provoquer une guerre, il va peut-être balancer une bombe atomique parce il est fou, parce que même Nancy Pelosi, elle voulait le faire passer pour un fou et lui interdire complètement tout accès à des postes de responsabilité dans l'avenir, dans la procédure qu'elle est en train de mener actuellement. Et il faut savoir quand même qu'elle est la présidente du Congrès. Hein? Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Et bon, donc pour résumer, il est encore aux commandes jusqu'au 20. On ne peut pas exclure effectivement que d'ici le 20 janvier, il déclare la guerre à l'Iran. En revanche, moi, les deux conjectures que je ferais, c'est en imaginant que d'un côté Trump reste au pouvoir, ou alors qu'au contraire ce soit Biden. Je dirais que si c'est Biden va peut-être être un tout petit peu moins sioniste et plus, par contre, beaucoup plus interventionniste. Je crois que c'est... Oui, alors toi tu dis ça, moi je dis c'est l'inverse en fait, parce que Biden, il va être encore plus... il faut quand même savoir que c'est eux qui ont soutenu, ils ont toujours soutenu, les Américains démocrates comme républicains ont toujours soutenu Israël, ça c'est clair, que de toute façon, d'un autre côté, les interventions de Trump ont été très dirigistes, en fait, par en haut, etc. Mais il est certain que Biden ne va pas revenir en arrière. Il ne va pas dire à Bahreïn, les Émirats arabes unis et Arabie saoudite, etc. Non, vous n'allez pas être dans le camp d'Israël, puisque maintenant c'est acté, etc. Il ne va pas à nouveau enlever l'ambassade américaine de Jérusalem pour la remettre à Tel Aviv. Donc, il faut dire qu'il continue sur le même chemin et sur la même lancée, mais avec un langage qui est peut-être un peu plus main de fer dans un gant de velours, en disant, d'ailleurs, il a commencé à dire, il va falloir que les Palestiniens reprennent les négociations avec Israël, et puis donc il va falloir, etc. Ce qui, malheureusement, a pour effet de recasser cette unité qui a été faite parmi les différentes organisations palestiniennes par la présence violente et claire, je peux dire, de Trump, qui était très bien. Il avait l'avantage d'être clair, de dire clairement quelle est la politique qu'il veut mener, alors que
les démocrates, comme Obama par exemple, ils enrobaient ça d'un discours de justice, de je sais pas quoi, etc. Alors que tout est faux. De l'hypocrisie la plus totale. C'est ça, complètement la plus totale. Alors, Donc en fait, moi je peux dire que pour nous au Moyen-Orient, ça ne changera rien, sauf que ça peut être ces jours et ça peut être plutôt un élément détonateur. Donc il est important qu'on se tienne au garde à vous, je peux dire, hein. Pas au garde à vous, mais qu'on se tienne en alerte systématique et une grande vigilance dans toute la région pour être prêt à tout et à toutes les agressions, sachant que ça se passera par Israël interposé ou par la Turquie interposée. N'oublions pas la Turquie qui est aussi en train d'attaquer à Hasakeh. D'ailleurs, il continue à attaquer la population du nord de la Syrie. Elle est virée de leur maison, a attaqué leurs champs, a volé les cultures et d'ailleurs de la même manière aussi les Israéliens par rapport aux Palestiniens, ils ont accentué et escaladé les agressions contre les Palestiniens. Et la Turquie, elle est très présente et elle continue à l'être pour l'instant dans le nord de la Syrie. Et pareil, donc elle joue au niveau de la Libye, elle joue au niveau du Karabakh, et bien qu'il y ait eu un cessez-le-feu ou une sorte de trêve qui a été signée, mais la Turquie, je crois que Erdogan, il attend voir quand même, et il va pour en tirer le maximum positif pour lui de cette situation. Donc voilà. Alors cette interview touche à sa fin, et ça oui. Malheureusement, il y a plein de points qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais je vais les mentionner très rapidement. Rapidement, c'est bien. Il y a un chef de tribu et son fils qui a été tué par les FDS, ce qui a eu pour effet d'augmenter la résistance populaire dans le nord de la Syrie. C'est la tribu Al-Aqida qui est une des tribus les plus en avant dans la lutte contre l'occupant, en fait, aussi. Et contre l'occupation de Assad aussi, ce qu'ils font. Il y a eu l'anniversaire de la libération du militant du Golan, Soudki al-Makt. Désolé pour la prononciation approximative. Soudki al-Maktoui qui a été libéré donc il y a juste un an par sa lutte. En fait, il a été libéré sans condition des geôles israéliennes. Et donc, nous avons pu faire un meeting ou une célébration, une réunion commune avec lui dans le centre culturel à Damas. Et ça, une conférence débat qui a eu lieu le 22 décembre qui s'intitulait Le Golan est et restera syrien. Et donc toi, tu as participé par Skype également. Absolument, tout à fait. Et lui aussi, par Skype, il était avec nous. On a mentionné donc les FDS et tu m'as précisé en préparant cette interview qu'ils continuaient de kidnapper des jeunes dans le nord de la Syrie pour les enrôler de force. Oui, exactement. Et puis, ça ne fait qu'augmenter la résistance populaire contre eux, parce que plus ils sévissent, plus ça fait augmenter le mécontentement, et puis c'est un occupant en fait. Il y a la réhabilitation des écoles. Et il y a aussi en contrepartie, il y a aussi beaucoup de membres du FDS qui ont été tués par des colis piégés, par des attaques, etc. aussi. Donc aussi bien à Hasakeh, à Qamishli, etc., dans différents endroits. Donc, ils subissent aussi des attaques de la population, les Américains aussi d'ailleurs, et ça présage quand même une montée importante de la résistance populaire dans cette région. Alors en Syrie, la réhabilitation des écoles continue, celle des habitations également, dans des secteurs qui ont été récemment libérés. Absolument, Khan Sheikhoun, le nord de Hama, des villages dans le nord de Hama, et Khan Sheikhoun où la population commence à rentrer effectivement, à revenir. C'est important aussi de voir que les Syriens tiennent beaucoup à la reprise des écoles et des universités, et que récemment, donc hier, il y a eu 3 millions
plus de 3 600 000 étudiants et élèves qui ont passé les examens du premier partiel de 2020, de l'année scolaire 2020-2021 en fait, c'est ça. Ouais. Alors une nouvelle moins réjouissante, c'est le patriarche Lucas, patriarche d'Antioche, Lucas El-Khouri, oui. Qui est décédé récemment. Tout à fait. Alors c'était un patriarche qui était très lié au patriarche Capucci, en fait, qui a été un grand militant, lui, pour la Palestine et pour défendre Jérusalem, etc., et qui a été éloigné par l'Église, et qui a été éloigné à Rome sur la demande d'Israël, alors qu'il avait écopé quand même d'années de prison et de torture, etc., pour son aide à la résistance palestinienne. Donc encore une collaboration indigne du Vatican avec Israël. Un grand hommage au patriarche Capucci et au patriarche Luca. Alors, pour terminer ce CITREP, on peut mentionner que les messes de Noël ont bien eu lieu en Syrie et qu'elles ont été moins restrictives qu'en France. Oui, tout à fait. Donc, et qu'elles regroupaient aussi bien des musulmans que des chrétiens, de tous les rites. Oui, parce qu'il y a de très nombreux rites chrétiens en Syrie. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, sur cette bonne nouvelle, je peux dire, nous vous souhaitons encore une fois une bonne année de lutte et de victoire et plein de bonnes choses. Merci Aïssa, et je te dis à dans 2 semaines. Merci beaucoup Raphaël, et à dans 2 semaines, et merci à vous tous. À dans 2 semaines.